C'est comme ça qu'on a construit le raisonnement et la recherche, mais je serais ravi de revenir ou de traduire si besoin. Avec les étudiants du master public et culture numérique, on a décidé justement de travailler sur cette notion de surtourisme. Au départ, on est justement parti d'une idée que ce terme-là, il apparaît en fait dans les médias. Il apparaît d'une manière récurrente depuis quelques années, mais qu'on a un problème, en tout cas on a du mal à le définir ou à le circonscrire parce que il est un terme euh, qui est à la croisée de plusieurs justement disciplines de l'économie, de l'histoire, de la sociologie. C'est un terme aussi qui aujourd'hui va cristalliser une série justement d'enjeux, des enjeux qui sont imbriqués, c'est-à-dire qui sont à la fois très très local et à la fois très global, très euh, au niveau justement international. Donc, à la fois, on va parler de saturation en fait des infrastructures, de conflits d'usage de l'espace public, de marchandisation du patrimoine, de la nature, de hausse de loyer. C'est-à-dire, c'est un terme il nous échappe à chaque fois qu'on essaye justement de établir ou de définir ou de le circonscrire. Et donc, on a commencé justement par une recherche dans la littérature scientifique pour essayer de voir comment les différents auteurs ont fait un effort justement avant nous de définition de ce terme-là. Alors, il est vrai que dès les années 70, pardon, il y a déjà dans les études sur le tourisme une espèce de critique par rapport à l'activité touristique où les auteurs, et là, le travail justement de Turner et H en 1975 montre, est un exemple en fait de cette critique du tourisme parce qu'ils vont s'intéresser à une idée d'effet transformatif en fait de l'activité touristique et comment cet effet transformatif de l'activité touristique il peut justement engendrer euh, des problèmes ou des enjeux pour les communautés en fait qui reçoivent l'activité touristique. Et donc ils vont penser on est dans une rapide expansion du tourisme international et comment justement cette idée de tourisme international et surtout des pays qu'ils appellent entre guillemets de pays riches qui vont vers des pays du sud global, comment justement on pourrait penser ces effets profonds et transformatifs de l'activité touristique. Alors, la première fois que le terme overtourisme en anglais, mais en français on dit surtourisme, qui d'ailleurs, je pense que la traduction en portugais, elle est beaucoup plus intéressante, parce qu'on parle plutôt de tourisme excessif, donc de tourisme excessif au lieu de surtourisme. Cette traduction en anglais, en français, elle est un anglicisme en fait. C'est pas un terme français, c'est plutôt un anglicisme, une traduction qui est faite. Mais la première que ce terme il apparaît est en anglais, et il apparaît justement dans une revue académique, mais il apparaît pour décrire une autre réalité. Il apparaît en 2008 pour décrire justement un phénomène environnemental, c'est-à-dire l'excès, la surexploitation en fait de ressources naturelles par l'activité touristique a un effet de dégradation environnementale. Et là, justement, ces trois auteurs, ils ont fait une étude d'une zone côtière du Vietnam où il montre justement que la sous-fréquentation, elle a un impact dans justement dans l'espace de la ville, mais en particulier sur les ressources marines. Et là, ils vont une fois en plus croiser ce terme avec un angle de conflits sociaux urbains, mais avec une focale très forte sur l'environnement. La définition finalement la plus courante dans la littérature scientifique pour le surtourisme est celle donc de Harold Goodwin, qui en 2017 va définir finalement ce terme-là. Alors pour lui, le surtourisme donc, il est une situation dans laquelle les résidents, les visiteurs ou les deux, ils vont estimer que leur qualité, la qualité de vie locale, ou l'expérience touristique
elle est dégradée de manière en fait inacceptable en raison du nombre, que ça soit du nombre de touristes. Et donc là, on a une définition où il va nous dire c'est une situation dans laquelle les touristes, mais aussi les habitants, ont une perte de qualité dans leur expérience parce qu'il y a un nombre considérable de touristes présents dans la ville, dans le site. Alors cette idée justement de situation, elle va continuer avec d'autres ouvrages qui vont justement s'intéresser à cette idée d'une situation transformée par la croissance de la fréquentation touristique. Alors nous, avec les étudiants, pour notre étude, ce qui nous a intéressé justement, c'est cette idée de situation, mais beaucoup plus par une idée de perception. Et donc, ce n'est pas uniquement la situation en soi, mais c'est la perception de cette situation. Et là, la perception justement d'un déséquilibre. Et donc, on pourrait penser l'activité touristique comme une relation entre habitants et touristes, et le surtourisme comme cette perception d'un déséquilibre vis-à-vis du touriste, mais aussi de l'habitant. Parce que, par exemple, et c'est l'exemple qu'on a utilisé souvent en cours, si on regarde, par exemple, le Mont Saint-Michel, il y a une sous-fréquentation, mais c'est un site touristique. Et donc, l'effet du surtourisme sur le Mont Saint-Michel n'est pas vis-à-vis des habitants de la ville, parce qu'ils sont très peu, mais c'est du touriste lui-même, qui va avoir une perception de son expérience comme étant déséquilibrée par justement le nombre de touristes. Et donc, ça peut être lié donc aux touristes, à la relation touriste-habitant, mais touriste-touriste, qui finalement, le touriste qui ne veut pas rencontrer d'autres touristes, qui ne veut pas se faire photographier par d'autres touristes, etc. Et donc, on a justement pensé à ce déséquilibre qui s'y traduit justement par une perception, un ressenti négatif, soit de la part des résidents qui voient la qualité de vie locale en fait se dégrader, soit par les touristes eux-mêmes qui vont avoir une espèce de frustration dans la manière comme ils vivent leur voyage, leur expérience touristique. Alors, en dehors de l'univers académique, universitaire, le terme surtourisme, donc overtourism, il apparaît pour la première fois sur Twitter dans une discussion en 2012 où justement on va s'intéresser à discuter cette relation, cette, cette perception justement d'un déséquilibre entre la vie locale et l'activité touristique. Il est intéressant aussi de noter que le terme, il devient d'une manière ou autre un référent pour les politiques publiques. Et là, en 2018, on a un rapport justement du Parlement européen qui, pour la première fois, comme institution internationale, va faire appel au terme surtourisme pour désigner justement cette situation la perception d'une situation de déséquilibre. Alors, pour cette introduction, ce qu'on avait s'intéressé, c'est qu'on avait demandé donc à l'Institut du audiovisuel français, l'Institut national de l'audiovisuel en France, un corpus justement d'émissions télévision et émissions radio qui parlent du terme surtourisme. Donc on leur a demandé justement de nous fournir un corpus avec toutes les émissions qui ont le terme surtourisme. Alors, évidemment, qu'en faisant ça, il y a un biais parce que on pourrait, par exemple, faire construire ce corpus-là, pas uniquement avec un seul mot-clé, mais avec plusieurs mots-clés comme tourisme de masse, tourisme excessif. Mais on a décidé de garder le mot sur-tourisme comme mot-clé parce que ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement le phénomène lui-même, mais c'est comment ce terme-là, en fait, il s'y construit, comment il circule, en fait, dans les différents espaces, que ce soit académique ou médiatique, et comment il s'impose ou non comme une manière de nommer ce problème-là. Et donc, on ne fait pas une étude de phénomène en soi, mais on fait une étude plutôt de comment, dans l'espace public, médiatique et académique et politique, on va justement faire appel à un nouveau terme pour nommer une situation. Quand on a demandé à l'INA de nous fournir ces documents, on a un corpus donc, qui fait 865 émissions de radio et émissions de télévision.
Ces corpus, ce n'est pas le contenu lui-même, mais il est construit par les documentalistes de l'INA qui, pour chacune de reportages des émissions, elles font une espèce de descriptif. Et donc, nous, on s'appuie justement sur ce descriptif-là pour comprendre du quoi on parle quand on parle de surtourisme. Donc, comme on a 855 notices qui peuvent être voilà, de reportages, des émissions, etc., on a fait justement une analyse lexicale qui est par un traitement automatique de ce corpus-là, ce qui veut dire qu'il y a un étude pour cette introduction beaucoup plus quantitative qui qualitative, puisqu'on n'a pas pu regarder les émissions, faire voilà, une étude plus approfondie. Mais il est quand même intéressant parce qu'il nous donne des pistes sur la circulation de ce terme. Alors, déjà, la première chose, c'est que on voit que l'usage du terme surtourisme en France, dans l'audiovisuel français, il connaît justement une hausse considérable, une croissance, une forte croissance depuis 2023. Donc, 2023, c'est le moment où on utilise beaucoup plus le terme qu'à n'importe quel autre moment. Bon, la première fois qu'il apparaît, c'est en 2018, mais bon, 2023, c'est quand même ces moments où le terme devient, pour les médias, pour les journalistes, une manière de parler de ce phénomène-là. Alors, pourquoi 2023? 2023, justement, c'est un moment important parce que c'est le moment où en France, on a 100 millions de visiteurs et qui donc, il y a une hausse justement de l'activité touristique de 26% par rapport à 2022. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a une hausse surtout de 11% après la période du Covid. Donc là, on a un basculement qui en 2023, non seulement on a plus de touristes qu'en 2022, mais on a plus de touristes qu'on avait avant la crise du Covid. Et donc, cette idée justement de nombre de touristes et de cette augmentation considérable à partir de 2023 fait que le terme devient une manière de justement pour les médias d'évoquer ces termes-là. Alors, il y a plusieurs manières comme ils vont être abordés. Je vous parlerai par la suite. Mais donc, en 2023, on a une forte hausse de l'utilisation du terme surtourisme à cause justement de cette point de bascule qui était le confinement. Mais si on regarde le nombre de diffusions dans les 30 derniers mois, on remarque justement que les émissions sur le surtourisme, elles sont surtout pendant la période de l'été, et donc en juillet, août, septembre, où justement les journalistes vont utiliser ces termes. Pour le journalisme en France, c'est le terme du marronnier qu'on utilise. En fait, on assiste à une diversification hein, du terme et qui fait que ça devient une catégorie d'analyse journalistique et donc utilisée de façon commune et de manière saisonnière. Hein. Donc, ce qu'on appelle les sujets marronniers. Donc, ça va s'inscrire hein, dans les routines journalistiques à partir de cette période. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi, ça va devenir un mode d'analyse journalistique de l'actualité par les journalistes. Auparavant, le surtourisme n'existait pas en tant que tel. Et donc là, on voit hein, comment, à travers cette analyse lexicale, une manière de fabriquer l'information, en tout cas le processus de création d'un marronnier et donc d'une catégorie aussi d'analyse de l'actualité. Voilà, donc il y a pour vous donner un exemple, l'hypothèse qu'ils fait, c'est qu'il l'usage de surtourisme pour la couverture pendant l'été, ça va devenir un peu comme le traitement journalistique, par exemple, de la rentrée, de départ de vacances, la journée du 8 mars, c'est-à-dire c'est quelque chose qui revient tous les ans dans une espèce de calendrier. À ceci près que, dans la mesure où c'est également considéré comme un problème public, c'est une catégorie d'analyse qui va fonctionner comme, par exemple, le terme banlieue.
où non seulement c'est d'une catégorie de reportage, mais c'est un mode de perception de cette actualité-là, en orientant en fait, c'est un cadrage, hein, donc en l'orientant. Et là, on voit bien que lorsqu'on dit over-tourisme, c'est une vision négative du voyage et du flux, hein, qui est important, des touristes qui viennent en France. Alors, donc, à cela s'ajoute aussi le fait que ce traitement médiatique du surtourisme, il s'inscrit donc majoritairement dans des formats qui vont être très courts et qui donc sont moins justement amenés à une discussion plus approfondie de termes. Donc on a très peu, on a une dizaine en fait d'émissions qui vont être des débats ou des entretiens. C'est beaucoup plus de petits reportages d'une minute, 1 minute 30 en fait, qui va pour traiter justement de ces sujets-là. Alors, il y a deux cadrages justement médiatiques qui sont dominants dans le traitement du surtourisme. Si on regarde en fait ces différents reportages, le premier cadrage justement est un cadrage donc saisonnier pardon, qu'on avait justement expliqué, mais c'est surtout centré donc sur la saturation justement des lieux. Et donc, là, pour ce premier cadrage médiatique, c'est justement les dynamiques saisonnières dans le sens où, pardon, et donc c'est beaucoup plus penser comment les localités, je besoin de l'eau, pardon. En fait, c'est une forme de naturalisation, hein, puisque la même façon que c'est saisonnier, on parle en fait d'une saturation et par ce biais même-là, il y a une forme de naturalisation, hein, de ce fait. Il n'y a pas, dirais-je, d'une discussion autour de l'aspect problématique. On, on le considère comme la météo, hein, comme il fait beau, il fait chaud, il y a un dérèglement climatique, certes, mais le surtourisme participe de ces éléments de la surmodernité, euh, un peu de manière, on l'accepte de manière un peu avec un fatum, hein, c'est vraiment, c'est notre destinée, hein, en quelque sorte, d'être surmoderne. Oui, voilà. Et donc voilà, il y a cet cadrage qui donc est centré donc dans justement la saturation des lieux. C'est une logique donc qui prend en considération la ville, le territoire. Il pensait justement ces espaces-là. On le voit dans notre corpus surtout parce que en fait c'est France 3 qui a une chaîne justement avec des déclinaisons pardon, locales, régionales, en Bretagne, en Alsace, Picardie, etc., qui est celle qui fait le plus de reportages en fait sur le surtourisme, beaucoup plus que les chaînes nationales. Et donc, il y a un cadrage, justement, une construction qui est faite par cette idée de saisonnier, mais qui est très centrée dans le territoire, qui est très localement située et qui va donc penser à la saturation en fait, des lieux. Cette idée, il y en a beaucoup de fréquentation sur les lieux. Ensuite, le deuxième cadrage, c'est lui donc qui pense le surtourisme par des impacts structurels. Et là, c'est l'impact justement de l'activité touristique dans la qualité de vie, dans le territoire. Mais beaucoup plus, par exemple, l'exemple majeur, c'est le logement. Et donc, le premier cadrage, donc, est celui qui va parler du territoire par une espèce de saturation. Donc, on va nous montrer des images des endroits touristiques avec énormément de gens. Pour dire, voilà, il y a beaucoup trop du monde. Donc, même dans notre corpus, il y a l'idée de la foule, de la masse. Ouais. C'est une reprise, hein, qui est bien connue, hein, autour de la représentation de la masse et la massification, où cette massification, elle est toujours en référence à une foule, et cette foule, elle a en quelque sorte, hein, une psychologie bien particulière. Et là, on remonte, hein, à des métaphores, hein, de la psychologie sociale du 19e siècle, Mhm. et on n'est jamais loin de l'idée que, certes, c'est populaire, mais c'est un presque la populace, hein. Mhm. On est toujours dans cette représentation extrêmement péjorative. Oui.
Et dans cette idée de masse et de foule, il y a une idée aussi de classe qui est très présente parce que l'activité touristique, comme est devenue quelque chose de accessible à la masse, au grand nombre, et donc on ne veut pas justement aller dans ces endroits-là parce que c'est devenu justement beaucoup trop accessible en fait. Le deuxième, donc, est celui du encadrage par les impacts. Celui qui est beaucoup plus présente est la discussion justement par rapport au logement. Et là, on a justement la plateforme Airbnb qui deviennent justement le symptôme et la preuve en fait du surtourisme. Et donc, notre proposition en regardant ces émissions et avec les discussions avec les étudiants, vous allez voir dans leur présentation, Airbnb reviendra. Parce que justement, déjà, elle est très présente si on fait une analyse lexicale en fait, de termes qui sont utilisés pour parler de surtourisme. Mais le Airbnb, il va... bon, j'ai eu peur pour 2 secondes. En fait, il cristallise une double tension, c'est-à-dire d'un côté, Airbnb, il est perçu comme un outil de redistribution en fait, des flux touristiques et donc une plateforme qui est capable de soulager en fait, des centres saturés pour attirer justement des visiteurs dans des quartiers plus périphériques et donc étaler justement l'activité touristique dans la ville et de essayer de ne pas la centraliser sur certains points. Mais de l'autre côté, il participe aussi à une croissance en fait globale de la fréquentation touristique parce que justement, il rend d'une manière accessible ces nouveaux espaces qui vont justement être plus accessibles du point de vue économique. Donc, d'un côté, il y a un phénomène de Airbnb qui est d'étaler l'activité touristique sur le tissu urbain, au même temps qu'il rend l'activité touristique plus accessible aux touristes. Et donc, c'est dans cette double dynamique qui existe justement la tension liée à Airbnb. Alors, pour la médiatisation, pour le cadrage journalistique, Airbnb sert aussi comme un simplificateur, c'est-à-dire au lieu de faire référence à tous les acteurs touristiques qui contribuent d'une manière ou d'autre à cette dynamique de surtourisme, au lieu justement d'imaginer d'autres plateformes qui d'une manière ou d'autre contribuent à ces phénomènes, comme par exemple on pourrait parler de Google Maps, on pourrait parler de TripAdvisor, on pourrait parler d'Uber, on pourrait parler de plusieurs. Mais en fait, Airbnb, il singularise le problème en même temps qu'il réduit le nombre d'interlocuteurs. Donc, euh, il devient justement le symptôme et la preuve parce qu'il permet, par exemple, aux habitants de manifester en utilisant l'Airbnb et donc d'avoir un critère ou un acteur qui les autorités locales peuvent justement encadrer, réguler, demander justement des comptes. Et donc, Airbnb devient justement cette possibilité de nommer un problème et en même temps, pour les acteurs publics, une manière aussi de montrer leur intérêt ou leur action pour résoudre le problème. Donc, il simplifie en même temps qu'il rend possible de nommer le problème et de trouver des solutions à ce problème-là. Alors qu'on sait que l'activité touristique et le surtourisme est quelque chose de beaucoup plus complexe et implique justement beaucoup d'autres acteurs. Donc, notre hypothèse justement, c'est que désormais, donc, parler d'Airbnb, euh, parler de surtourisme en évoquant justement Airbnb, ça veut dire justement parler d'un problème public au sens où ces dynamiques-là, elles étaient perçues au départ comme individuelles. C'est l'individu qui mettait sur le marché locatif son bien mais qu'aujourd'hui, elles sont progressivement justement devenues des enjeux collectifs. Et qui donc, ce n'est pas uniquement l'individu qui met son appartement, mais c'est devenu justement pour la ville, pour les habitants et pour les touristes, collectivement, un problème à débattre, donc voilà, quand on parle d'Airbnb, on va parler voilà, de problèmes de logement, des conflits de voisinage, de gentrification, de pression touristique,
voilà, le terme, il cristallise justement une pluralité de problèmes, une pluralité justement d'acteurs et qui pour l'agenda politico-médiatique, elle est intéressant justement parce que voilà, il permet d'avoir un terrain justement d'entente entre ceux qui vont militer pour un tourisme plus durable, responsable, et les agents publics qui vont justement essayer de réguler et d'encadrer l'activité touristique. Voilà, donc pour cette introduction, avec Valérie, on voulait justement vous proposer ce chemin entre un terme qui apparaît dans la littérature scientifique et qui devient petit à petit une manière justement de traiter un problème public lié à l'activité justement touristique.